Bon. On attend que tout le monde s'assoie. Je pense que tout le monde est là. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Nasreddine Nasri, je suis le modérateur de ce beau panel « Investir dans le sport, de belles dynamiques et opportunités pour marquer des points ». Donc ce panel se déroulera de la manière suivante. Je ferai une introduction pour vous présenter les thèmes qu'on abordera avec les différents intervenants. Par la suite, je donnerai la parole à mon voisin de gauche, Monsieur le ministre Fawzi El Khaja, qui nous fera une introduction de ce beau panel. Et enfin, on échangera avec les différents intervenants pour que chacun puisse apporter son expertise. Cher public, n'hésitez surtout pas à intervenir, à poser des questions. L'interaction du public est une réelle valeur ajoutée, une vraie richesse dans chaque panel. Mesdames, Messieurs, l'investissement dans le sport connaît aujourd'hui une profonde mutation portée par des dynamiques innovantes et un potentiel de croissance exceptionnel. Ce secteur, historiquement ancré dans les modèles économiques traditionnels, s'ouvre désormais à l'innovation technologique, à la diversification des revenus et une internalisation accrue. En Afrique, continent jeune et dynamique, le sport émerge comme un puissant levier de développement socio-économique capable de mobiliser des investissements massifs et de générer des retombées économiques. Dans ce contexte, le Royaume du Maroc s'impose comme un acteur incontournable et un modèle d'excellence sur le continent africain. Porté par la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a su faire du sport, notamment du football, un véritable pilier de développement économique, social et culturel. Cette ambition s'illustre particulièrement à travers l'organisation réussie de grands événements sportifs internationaux tels que la CAN 2025 et Inch'Allah la Coupe du Monde 2030 qui renforcent considérablement l'attractivité économique, touristique du pays. Mesdames, Messieurs, à travers l'Afrique, d'autres pays commencent à adopter cette approche intégrée, reconnaissant le potentiel du sport comme catalyseur d'investissement et moteur de croissance durable. Le développement d'infrastructures sportives modernes, la professionnalisation de ligues nationales et la mise en place de programmes de formation et de gouvernance sportive sont autant d'initiatives permettant d'attirer des investisseurs privés et institutionnels, stimulant ainsi la création d'emplois et l'entrepreneuriat local. Ces investissements sportifs s'accompagnent également de retombées positives en termes de cohésion sociale, de santé publique et de diplomatie sportive, renforçant l'image et le rayonnement international des pays africains. Le secteur du sport en Afrique représente ainsi une opportunité stratégique unique de combiner rentabilité économique, développement durable et progrès social. Enfin, cette session explorera donc comment l'investissement dans le sport peut devenir clé pour la croissance et le développement sur le continent africain en s'appuyant sur un modèle marocain comme référence d'excellence tout en analysant les tendances globales et stratégiques à adopter dans cet environnement dynamique. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, j'ai l'honneur de céder la parole à Monsieur le ministre, Monsieur Fawzi El Khaja. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir donné cette occasion de partager l'expérience, le présent, ce qu'on compte faire dans le futur
Et c'est un réel plaisir de participer à ce genre d'espace de réflexion de qualité, de haut niveau, avec des personnes qui ont quand même exercent dans différents segments du sport, au business du sport, économie du sport, et qui nous permettent toutes et tous ensemble d'enrichir notre expérience et notre expertise, évidemment permettant d'emblée d'avoir la capacité et la volonté de surmonter les difficultés majeures que nous connaissons tous. Donc, avant de parler sur l'économie, le business, les projets, etc., la feuille de route, et il faut quand même placer quelques mots par rapport à l'exercice footballistique proprement dit, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'Afrique. C'est un enjeu majeur. À mon sens, j'étais toujours convaincu qu'aujourd'hui, le continent hein? D'accord. Que aujourd'hui, le continent africain, c'est ma conviction, je l'ai toujours partagé, avec aisance d'ailleurs, que le continent n'arrive pas à récupérer assez de valeur ajoutée créée par son talent. Je m'explique. Aujourd'hui, si vous prenez les championnats européens, ben, il n'y a pas un seul championnat où il n'y a pas des centaines de joueurs émanant du continent africain. Malheureusement, ces joueurs, ils sont soit nés sur ce territoire, soit ils ont quitté leur pays donc à l'âge de l'enfance, et du coup, le football africain, le club africain, la fédération africaine ne récupère aucune valeur ajoutée créée par ce joueur. Aujourd'hui, un Sadio Mané, où la valeur dépasse les 200 millions d'euros, ben son club d'origine, son club de formation, qui est Foot Génération, n'a rien récupéré. Toute cette valeur a été partagée entre Liverpool et les clubs français où il a évolué. Donc la conclusion immédiate, ou la leçon immédiate, c'est que la correction d'un segment entre 10 à 20 ans est un impératif si on veut développer le football africain, si on veut récupérer une bonne partie de la valeur ajoutée africaine, du talent africain. L'investissement dans cette catégorie d'âge, c'est ce qui nous permettra, évidemment, la correction tout d'abord professionnelle, mais aussi de récupérer cette valeur ajoutée qui, quand même aujourd'hui, et c'est parce que c'est ça ce qui permettra de développer le football et le sport par ricochet. Pire encore, aujourd'hui, pour pouvoir suivre ces talents africains, les voir évoluer sur les pelouses européennes, ben les États, les télévisions africaines payent des sommes colossales pour avoir les droits de télé, donc pour pouvoir suivre ces évolutions, ces joueurs. Et donc, c'est une équation qu'il faut corriger. Au Maroc, au Royaume du Maroc, depuis le mois de septembre de cette année, on a commencé une expérience très importante. D'ailleurs, on aura l'occasion de la partager un jour. On a créé une société anonyme avec des opérateurs privés et qui aujourd'hui gère les centres de formation des clubs au niveau national pour les joueurs et les joueuses directement sans qu'il y ait de passage avec le club. Et évidemment, il y a une rétrocession sur la valeur quand le joueur signe un contrat professionnel ou quand il est revendu à l'étranger avec un pourcentage et avec un business plan permettant à cette société quand même de garder sa viabilité financière et budgétaire à long terme. Donc, cette expérience, ces investissements
sont véritablement capitales. Et quand je parle de cet investissement ou d'un angle financier, ça interpelle évidemment toute l'expertise, tous les investissements qu'il faut faire en matière d'infrastructures, de centres de formation, d'académies de formation et surtout la formation des formateurs en créant énormément de possibilités d'emploi. Parce que la performance, le football, contrairement à ce qu'on pense, aujourd'hui, c'est de la technologie, c'est de la maîtrise du détail, c'est de la médecine sportive, c'est de la récupération, etc. Et tout est technologique, etc. Aujourd'hui, une équipe professionnelle qui compte 25 joueurs, son staff, il est au-delà de 30 personnes. Donc vous êtes toujours dans des moyennes pour un joueur, il y a toujours une personne dédiée pour l'accompagner sur tous les plans. Et c'est ça le football moderne, c'est ça le football donc aujourd'hui qui se joue sur des détails. C'était une introduction pour introduire le modèle marocain, l'aspiration du royaume. Le royaume, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis plus de 25 ans, et sous le règne de Sa Majesté le roi Allah Insro, notre modèle de développement, il est clair. C'est une conjugaison parfaite d'un parallélisme parfait, fait avec beaucoup d'harmonie, d'expertise entre le volet social, le développement social et le développement économique du pays. C'était toujours un exercice qui garantit ce parallélisme. On n'a jamais des dépassements d'un côté aux dépens de l'autre. On a commencé par l'expérimentation du Ramed dans la région du Bnimlel. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a annoncé il y a 2 ans la généralisation de l'assurance maladie obligatoire dans le pays. C'est un process, c'est une histoire, avec évidemment ses conséquences, l'amélioration de l'offre sanitaire, le développement de l'être humain, la formation professionnelle, etc. Et puis, sur le volet économique, donc, on a multiplié les actions pour l'infrastructure autoroutière, routière, aéroportuaire, etc. Et on continue dans la même dynamique sans ou avec Coupe du Monde. L'enjeu du royaume aujourd'hui est de réussir les paliers de développement. C'est ça la volonté royale, avec des échéances claires. On n'a pas attendu la Coupe du Monde pour lancer notre ligne de train rapide. Donc le LGV fonctionnait bien avant l'annonce de la Coupe du Monde entre Tanger et Casablanca. On va continuer à Marrakech dans un premier temps pour aller à Agadir, que Sa Majesté le Roi a annoncé comme le véritable centre du royaume du Maroc, donc dans un discours il y a bien 2 ans de cela. Et puis la cohésion, l'accélération des investissements, nous donne l'impératif, ou nous impose l'impératif de continuer donc au niveau des provinces du Sud. Vous avez vu les liaisons routières, etc. Et le reste va venir automatiquement. Et comme j'ai dit, c'est un modèle cohérent de développement. Maintenant, dans ce modèle, il y a des échéances. Et ces échéances, entre 25 et 30, au moins 30, moi j'ai la certitude qu'ils vont continuer après 2030, mais 25-30, il y aura une succession d'événements sportifs, footballistiques d'envergure. Le premier en tête, bien avant décembre, en juillet, on va organiser la Coupe d'Afrique féminine, avec toutes ses significations footballistiques tout d'abord, mais d'inclusion de la fille, la femme marocaine, du développement, de ce process de développement et d'ouverture. N'oublions pas que pendant les 25 années de règne de Sa Majesté,
on a procédé 2 fois, à 2 reprises, à la réforme de la Moudouana, et c'est quand même révélateur d'un process de développement, de modernité prôné par la vision éclairée de Sa Majesté. Donc, juste après, on va organiser la Coupe. C'est important de citer ce feuilleton. En novembre, la Coupe du Monde défie encore une fois la signification de moins de 17 ans avec 24 équipes. On finira l'année, Inch'Allah, avec l'organisation de la Coupe d'Afrique de 2025 avec 24 équipes. Et bien sûr, on va enchaîner les événements pour arriver à la Coupe du Monde 2030. La Coupe du Monde 2030, pour avoir une idée sur le volet économique avant de revenir dans les détails, donc c'est un net minimum de 15 milliards de dollars, c'est plus de 5 millions de visiteurs dans les 3 pays qui vont co-organiser, et évidemment c'est 48 équipes participantes, c'est 7 semaines de compétition, donc on frôle les 2 mois de Coupe du Monde au lieu de 3 semaines d'il y a 20 ans. Donc on est dans cette semaine de compétition et c'est 102 matchs plus exactement. Maintenant, pour cela, et dans ce processus de développement, comme j'ai dit, entamé depuis plus de 25 ans, avec une vision éclairée, prospective de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, il y a cet événement qui nous impose un réglage de timing de réalisation d'un certain nombre d'infrastructures. Et ces infrastructures, ils sont connus dans un bid. Évidemment, ils donnent l'opportunité d'investissement en milliards de dollars. Le LGV à Marrakech, c'est 10 milliards de dollars. L'impératif et le corollaire, et c'est une vision encore une fois stratégique, vous avez pris connaissance de la coopération entre le secteur privé marocain et émirati suite à la visite historique de Sa Majesté aux Émirats Arabes Unis il y a un peu plus d'1 an, qui a donné lieu à un investissement dépassant 15 milliards de dollars dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Évidemment, la mise à niveau de nos aéroports, qui, encore une fois, je précise, ce n'est pas un choix de luxe, c'est un impératif de développement. On est à plus de 20 millions de touristes aujourd'hui. En 2030, on serait à plus de 30 millions. Inch'Allah, si tout va bien, si toutes les planifications atteindront leur objectif. Et du coup, vous êtes obligé d'augmenter la capacité de Marrakech, de l'aéroport, d'Agadir, de Tanger, de Rabat, de Fès, et évidemment permettre à Casablanca de jouer le rôle du hub qu'a toujours joué, mais avec plus de professionnalisme. Et c'est la raison pour laquelle donc, il y aura la construction d'un hub à Casablanca. Évidemment, c'est 3 milliards de dollars. Et bien sûr, la mise à niveau de l'infrastructure footballistique. Là aussi, il y a des stades qui sont prêts et qui seront prêts dans les 2 ou 3 semaines prochaines pour jouer des matchs, Tanger et Rabat. Mais il y a des stades qui connaîtront une rénovation totale après la CAN et un nouveau stade à la hauteur de l'image du Maroc, de l'espoir du Maroc, à la hauteur aussi des équipes de Casablanca et de Rabat qui pourront utiliser le grand stade Hassan II à Ben Slimane à partir de 2027, Inch'Allah. Bien sûr, je reviendrai sur les autres projets, la dimension touristique avec un impératif d'augmenter la capacité. Les gens qui ont eu l'occasion d'accompagner l'évolution d'une ville comme Rabat, ils ont vu le rythme et la fréquence donc, de la construction et de l'ouverture des unités hôtelières. La même dynamique est observée dans toutes les villes
et ailleurs. D'ailleurs, pour la Coupe du Monde, pour clarifier un point qui cause un peu de confusion dans les esprits des uns et des autres, la Coupe du Monde, il se joue dans un espace qui est Espagne, Maroc, Portugal, mais d'une manière dynamique. Je m'explique. Le Brésil peut jouer le premier match à Madrid, mais le deuxième, et il va le jouer à Agadir. Donc il n'y a pas de position, il n'y a pas de partage. On n'est pas 3 pays, on va prendre 16 équipes et les mettre les 16 dans chaque pays. Non, on est dans une logique dynamique. D'ailleurs, on a utilisé le même process pour la Coupe d'Afrique. Il y aura 9 stades, c'est-à-dire le Sénégal va jouer son premier match à Marrakech et le deuxième à Tanger, etc., avec un camp de base permanent et de camps de ce qu'on appelle les camps de relais la veille de chaque match. Maintenant, tout cela, je l'ai dit, pour dire que le Maroc, il a présenté 6 villes pour organiser les matchs. Mais il y aura 32 camps de base dans le bid qu'on a présenté qui vont abriter les équipes nationales, les équipes des officiels, les arbitres, etc. Donc 32 sites, petites villes, sont concernés par la Coupe du Monde. Nador est concerné avec la Coupe du Monde, Ouarzazate, Gadir, Husseima, etc. Donc, c'est une répartition qui touche tout le royaume, équitable, et qui permettra évidemment d'avoir une distribution équitable des investissements, mais aussi de la valeur ajoutée créée. Donc, dans ce puzzle d'investissement, aujourd'hui, on dispose d'un menu de projets et l'atout de ce menu, c'est qu'il est inclusif. Inclusif, tout d'abord, parce que un stade, c'est plus de 40 spécialités et métiers dans un stade. Ça permet à tout le tissu économique, à tous les opérateurs, d'avoir la possibilité d'avoir une part de la valeur ajoutée de ce business. Deuxièmement, la taille n'est pas un élément déterminant, la taille de l'entreprise. Un stade, il y a de la place pour la start-up et il y a de la place pour la multinationale. Le câblage, la petite sécurité, le petit réglage électronique d'un stade, c'est la start-up qui s'en occupe. Et donc, les projets de la Coupe du Monde, ce sont des projets inclusifs. Et le choix historique, permanent, constant du Royaume du Maroc, qui était toujours l'ouverture, la transparence dans la gestion de ce menu, permettra, aujourd'hui vous prenez le grand stade de Rabat, l'architecte anglais, la société qui fait la pelouse française, celui qui a fait le drainage espagnol, etc. Pour dire que je pense qu'au-delà de l'importance du portefeuille, ça permettra des groupements, des brassages entre les entreprises, entre le monde des affaires. D'ailleurs, on a animé plusieurs rencontres conjointes entre les CGM Maroc et leurs homologues dans plusieurs pays, et on va se focaliser sur le continent africain en multipliant les rencontres et en allant chercher de toutes les catégories pour organiser et finaliser ce menu de projets, mais aussi organiser ces événements, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est une Coupe du Monde africaine. D'ailleurs, nous, le Royaume du Maroc, on organise la Coupe du Monde au nom de l'Afrique. C'est le tour de rôle de l'Afrique et on aimerait donner cette connotation à cette Coupe du Monde qui est africaine. Et là, il est spécifique parce qu'il va lier 2 continents et on veut profiter de ça pour évidemment faire la démonstration que la jeunesse de part et d'autre de la Méditerranée peut travailler ensemble, peut réussir ensemble et ils ne symbolisent pas que l'échec. Ils peuvent
faire la démonstration du génie particulier de l'être ou du jeune africain. Ils vont et ils auront l'occasion de faire la démonstration de la cohabitation, de la tolérance et de la participation active dans tous ces projets. Donc, partant de tous ces principes, moi je pense que aujourd'hui ce que présente ou ce que souhaite ou ce que aspire le Royaume du Maroc avec une vision éclairée de Sidna Lansro est de créer un espace d'épanouissement, de développement collectif qui concrétise la logique sud-sud, qui donne la possibilité de rafraîchir une mémoire pleine de richesse et de démonstration qu'a joué le royaume avec son histoire millénaire. On était toujours un relais de développement, d'échange, que ce soit au niveau du business ou au niveau de la culture et de la civilisation. Le royaume du Maroc, Sa Majesté Lansro, veut faire de ces événements, évidemment, un moment historique ou des moments historiques permettant, comme je l'ai dit, de consolider les acquis, de prospérer l'avenir et de se projeter dans un monde turbulent et qui n'acceptera que les regroupements et que les gens qui excellent. Et je pense qu'au niveau du continent africain, on a le talent, on a le génie, on a l'expérience, on a la jeunesse qu'il faut pour faire la véritable démonstration qu'on peut faire et qu'on peut réussir et qu'on peut être aussi des références dans le développement humain. Merci. Monsieur le ministre, merci infiniment pour cette très belle intervention. On ne pouvait pas mieux commencer le panel que par cette belle introduction. On va passer au... Vous restez avec nous, monsieur le ministre ? Avec plaisir. On va passer au premier thème et je voudrais avoir l'avis de Madame la ministre Bestine Kazadi, Wilm Biakop, Bouchra Ajiz et Monsieur Patrice Ribaton. Et vous étiez très sensible à ce sujet, donc je suis tout oui par rapport à votre expertise. Donc le thème est en quoi consiste le secteur sportif, une opportunité stratégique pour attirer des investissements internationaux et renforcer la compétitivité économique des pays africains. Comme on est galant, on va laisser la parole à Madame la ministre. Je vous en prie. Merci. D'abord, bonjour mesdames, messieurs. Et merci à l'Institut Amadeus de m'avoir invité pour partager durant ces 2 jours sur le développement du secteur sportif en Afrique. Alors, aujourd'hui, le secteur du sport n'est plus seulement un divertissement, c'est une véritable industrie mondiale. L'OCDE annonce des chiffres comme 5%, l'industrie du sport représente 5% du PIB mondial, avec une croissance de 4% annuelle. Par contre, l'Afrique, c'est 0,35%. Donc, la richesse est principalement en Europe, en Amérique du Nord, et l'Afrique reste encore très peu exploitée. Comment est-ce qu'on fait pour justement attirer ces investissements vers l'Afrique, ces investissements dans l'industrie du sport? Il faut savoir que l'investissement répond à 3 grands critères. Le premier, c'est d'abord la visibilité. Donc il faut être visible, il faut qu'on puisse connaître le marché des investissements, le marché qui doit être croissant. Il faut également la sécurité, c'est-à-dire créer une confiance, une crédibilité, et également aussi avoir un retour sur l'investissement. Aujourd'hui en Afrique, l'exploitation des ressources naturelles a marqué quand même une certaine limite. Et je pense que le sport, l'industrie du sport, peut y trouver une place importante. Une place importante, mais comment faire en sorte d'attirer justement ces investissements étrangers
sur une Afrique qu'on a vue différente, le Maroc, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, n'est pas pareil. Ce n'est pas un bloc uniforme, c'est des disparités, des diversités. Mais quand on regarde le Maroc, qui est quand même un modèle impulseur, on se rend compte que la vision marocaine est axée sur l'augmentation des investissements publics et privés. Notamment la Coupe du Monde, qui va avoir lieu en 2030, donne à l'Afrique, entre aujourd'hui et 2030, 5 ans pour être attractive, pour montrer son sens de l'organisation, pour appeler des investissements parce que c'est beaucoup d'argent et je pense que le Maroc a besoin également de toute l'Afrique pour l'aider et également être à ses côtés pour que ce grand événement qui est la Coupe du Monde sous l'égide de l'Afrique soit un véritable succès. Il faut également penser à l'investissement du Sportec, qui sont des opportunités prometteuses. Et notamment, je pense au Sénégal, qui veut constituer un hub technologique. Je pense également comme attractivité aux investissements, tout à l'heure Monsieur le ministre en a parlé, au levier humain. C'est-à-dire que l'Afrique est un continent jeune, un continent innovant. Je donne l'exemple de mon pays. La population est estimée à 100 millions d'habitants et sur les 100 millions d'habitants, plus de 60% à moins de 30 ans. Donc, on est constitué d'une future main-d'œuvre qualifiée, innovante, dont le monde a besoin. Mais également, il faut investir dans la formation à travers des écoles sportives, à travers des centres de formation et aussi travailler sur l'inégalité hommes et femmes, et notamment encore pour revenir au Maroc, puisque nous sommes au Maroc, ils ont investi énormément dans le football féminin, qui est un véritable challenge, un véritable défi, et qui est porteur de croissance, en sachant que l'Afrique aussi est constituée d'une grande majorité de femmes. Également, des personnes à mobilité réduite qui, à travers le sport para-olympique, peuvent également trouver une insertion et une inclusion dans le monde économique. Je pense également aux infrastructures. Les infrastructures sont très importantes. Derrière le stade, tout à l'heure on parlait des créations de stades pour la Coupe du Monde. Dans chaque ville du Maroc, il y aura, je crois, 2 à 3 stades construits. Mais derrière les stades, il n'y a pas que la construction du stade pour l'événement, pour la grande compétition qui aura lieu en 2030, mais il y a également tous ces secteurs annexes qui vont avec le stade. Donc quand on construit un stade, quand on construit des infrastructures importantes, il y a tout un agenda derrière. Il est porteur, il est accélérateur d'une économie. Il y a les centres commerciaux. Il y a aussi le côté sanitaire, la santé publique est mise en exergue. Le sport, quand on met le sport au centre de la société, on aide le bien-être de la population, on travaille sur l'absentéisme, on travaille sur la maladie mentale aussi, parce que le sport équilibre. Le sport entraîne énormément d'améliorations au niveau économique, mais aussi au niveau social. Je pense également aux valeurs. Quand le sport est au centre d'une société, il véhicule des valeurs importantes. L'esprit d'équipe, la compétitivité, la cohésion sociale, la cohésion entre les personnes, c'est aussi extrêmement important. Donc, il y a moyen d'attirer des investissements par le sport et constituer une importante croissance qui peut se faire au fur et à mesure, s'accélérer au fur et à mesure du temps. On parle presque à l'aube 2030 d'une accélération de croissance de 8% au niveau de l'Afrique. Pour terminer, je voudrais également aussi parler en tant que ministre de la coopération internationale
et francophonie, il y a deux secteurs qui sont importants. C'est d'abord la coopération régionale. La coopération régionale est importante en Afrique parce qu'il faut interconnecter le pays africain. Il faut permettre à l'Afrique de pouvoir instaurer une coopération sud-sud importante entre les pays, et pour cela, les corridors économiques dont on en a parlé ce matin, les corridors de transport sont très importants. Et je pense également que le Maroc est un exemple impulseur à ce propos. La République démocratique du Congo, mon pays également, la situation géographique de mon pays est difficile parce que nous sommes enclavés dans une région des Grands Lacs où il y a 9 pays voisins autour de nous, et nous avons comme porte de sortie une petite porte de sortie de 45 km sur l'océan Atlantique. Donc nous avons besoin pour justement accroître notre économie, pour diversifier notre économie, avoir justement des corridors qui permettent la desserte des produits et même la facilité de déplacement de nos populations. Et notamment dans la formation des talents. Nous avons à travers nos athlètes des jeunes talentueux qui ont besoin de pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Mais également pour nous, l'Afrique, on a besoin de garder nos talents. Donc, ce serait important de créer des synergies sportives entre les pays du Sud pour que nos talents ne fuient pas vers le Nord, mais puissent rester, servir les intérêts du Sud. Il y a également la francophonie qui est un espace diplomatique important, qui peut aussi servir à ce que j'appellerais le soft power citoyen à travers la diaspora. Tout à l'heure, on en a parlé, la diaspora étrangère qui est très importante et qui a également une autre vision de l'économie de nos pays africains, qui pense plutôt dans un partenariat win-win, donc gagnant-gagnant, que plutôt vers ce modèle de paternalisme qu'on a eu à vivre pendant toutes ces années. Donc, je pense que l'Afrique a une place importante dans ce marché continental en perpétuelle croissance. L'Afrique offre des ressources importantes et pas seulement naturelles, mais le sport en est parmi. Et c'est encore un potentiel inexploité et exploitable pour l'avenir de l'Afrique. Je pense que, en gros, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Je voulais aussi partager avec vous une expérience qu'on a vécue en République démocratique du Congo, qui est les Jeux de la francophonie en 2023. On a reçu 3000 athlètes avec 20 disciplines différentes, et également ça a été un levier diplomatique, une attractivité pour la République démocratique du Congo, puisque la République démocratique du Congo apparaissait comme un marché intéressant et aussi garantissait, contrairement à ce qu'on pouvait raconter dans les médias sur l'insécurité, permettait une sécurité, puisque nous avons reçu énormément de pays, je vous ai dit tout à l'heure, plus ou moins 30 pays étrangers qui sont venus en République démocratique du Congo partager avec nous des compétitions sportives, et cela dans plusieurs compétitions. Je crois qu'il y en avait 20 au total, pas seulement le football, il y avait aussi le volley, le basket, etc. Et puis peut-être pour finir aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager des compétitions africaines typiques, comme l'Union africaine organise à travers les Jeux africains, pour justement toujours rendre cette visibilité, cette connaissance du continent africain qui est des fois pas toujours bien connue. Donc le sport est, pour terminer, je pense, un véritable vecteur d'unité et de rapprochement entre les peuples et entre les communautés régionales. Merci. Merci Madame la Ministre, merci pour ces explications. En tout cas, c'était très très intéressant. Et je voudrais avoir l'avis de Madame Agige,
Je rappelle que Madame Agish est présidente de la Confédération africaine de volleyball. Et on a l'honneur aujourd'hui d'avoir deux vice-présidents de la CAF, Monsieur Rja et Madame Kazadi. Donc c'est un vrai honneur. À vous la parole, Madame Agish. Merci, quoique la parole m'est franchement difficile de parler après deux ministres en poste et qui travaillent sur les chantiers en cours. Moi, si je vous disais que le sport, c'est beaucoup plus qu'une activité physique. Le sport est beaucoup plus que du loisir. Aujourd'hui, le sport est un vecteur réel de transformation sociale et un vecteur et un moteur et un levier de développement économique. Je parlerai sous le contrôle de Monsieur le ministre des Finances. La stratégie au Royaume du Maroc passe d'abord par les infrastructures. Aujourd'hui, si vous voyez un peu, il y a plusieurs, je dirais 20 millions de dollars qui sont investis et le Maroc a investi massivement dans la construction et dans la rénovation de 6 stades en cours. Il y a même un Ben Slimane avec une capacité de plus de 115 000 places. Aujourd'hui aussi, il y a des métiers qui entourent tout cet écosystème qui entoure le sport et son investissement et son économie. Quand on parle de construction, il y a tout ce qui est un millier d'emplois. Il y a tous les dérivés, les produits dérivés autour des stades, de la construction, de son entretien. Il y a aussi, quand on organise des événements de très haut niveau, il y a tous les produits dérivés. Il y a le tourisme sportif, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration, il y a le merchandising, donc des magasins, des équipementiers, et la sécurité. Donc c'est tout un écosystème qui entoure une organisation de telle. Sans oublier aussi la visibilité mondiale ou l'attractivité quand un pays hôte organise un événement d'envergure. Aujourd'hui, le Maroc se positionne en tant que hub continental africain au devant de la scène internationale. C'est une sorte de vitrine ou de plateforme au niveau de la scène mondiale. Je voudrais aussi ne pas oublier la diplomatie sportive et qui est la soft power des relations internationales qu'on loue avec nos confrères africains, avec le reste du monde. Aujourd'hui, la nouveauté, il y a de nouveaux secteurs au niveau de l'écosystème sportif. C'est tout ce qui est broadcasting TV ou diffusion en direct de télévision. Il y a le sponsoring, marketing sportif. Il y a aussi tout ce qui est transformation numérique ou digitale à travers ces petites entreprises de start-up qui travaillent sur le coaching online, sur la billetterie, sur toutes les plateformes online. Aujourd'hui, nous, on est une petite confédération et j'ai la fierté d'annoncer qu'aujourd'hui, toutes nos compétitions se font via les plateformes digitales, par le live streaming, par l'analyse de la performance des résultats, etc. Et donc, nous, on est appelés à suivre un peu toute la modernité qu'entoure le secteur sportif. Aussi, il y a ce volet qu'il faut pas oublier. C'est le volet de cohésion sociale que procure le sport. Le sport, il est fédérateur de peuples, de l'unité au niveau d'un continent, d'inclusion sociale. Il travaille sur l'égalité du genre, sur la parité, sur le droit de tout un chacun et de pratiquer le sport, et qui est inscrit chez nous dans notre Constitution, dans l'article 26, 31 et 33. Donc il y a toutes ces dimensions multidisciplinaires du sport et de ce qu'il engendre comme bienfait, inclusion sociale, développement économique, social, culturel, etc. Je ne voudrais pas m'accaparer la parole pour d'autres interventions. Merci. Merci beaucoup, Madame Agish. C'était très intéressant.
je sais que M. Biakop et M. Ribaton, c'était des sujets qui vous intéressaient. On avait échangé sur ce sujet ces derniers jours. Alors j'aimerais bien avoir votre avis de façon un peu synthétique pour qu'on puisse balayer les autres thèmes, parce que franchement c'est très intéressant et je voudrais encore remercier tous les intervenants de ce panel et je voudrais que vous les applaudissiez encore une fois parce que vraiment c'est vraiment intéressant. Donc allez-y, je voudrais bien avoir votre avis sur le sujet. Merci Naz. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, les ministres ont intervenu. Moi, ce que je voudrais faire, c'est avoir une approche vraiment très pragmatique des choses quand on parle d'investir dans le sport. Donc on va commencer par donner une approche globale. Aujourd'hui, 80% des gens sur la planète sont fans de sport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils consomment ou ils pratiquent du sport. Ça veut dire que c'est une activité économique. 80%. Sur les 20 dernières années, 4%, c'était le taux de croissance annuel du business du sport dans le monde. En Afrique, qu'est-ce que le sport? L'Afrique est un extraordinaire pourvoyeur de talent. On l'a dit tout à l'heure, 0,5% cependant du PIB africain vient de l'activité sportive. Moi, j'ai eu la chance de mener pendant presque 10 ans le développement de la NBA, donc National Basketball Association, sur le continent africain. Et on voit à travers nos activités que nous avons de plus en plus d'investissements qui arrivent dans le sport. D'accord? Il y a de plus en plus d'investissements qui arrivent dans le sport. On a un momentum absolument positif. Notamment le Maroc, qui depuis plusieurs décennies s'affirme comme un leader du sport sur le continent et qui représente bien entendu le continent de manière extraordinaire. Donc la question c'est comment et pourquoi le sport est attractif? Donc premièrement, c'est le marché. On vient de dire, on a 80% de gens qui pratiquent le marché, qui pratiquent du sport et qui consomment le sport. Je voudrais dire, quand je parle de marché, je voudrais préciser que l'impact économique du sport se traduit par deux piliers majeurs. Le premier pilier, c'est la pratique, parce que quand vous pratiquez, vous avez besoin d'acheter des choses, du merchandising notamment, mais également la consommation. La consommation, c'est notamment les droits télévisuels. Donc maintenant, on va considérez que vous êtes tous des investisseurs et différents types d'investisseurs. Vous êtes des VC, vous êtes des private equity, vous êtes des fonds souverains, etc., etc. Et ou vous êtes des individus qui avaient un peu d'argent et qui souhaitaient investir dans un domaine qui est un petit peu différent à travers le sport. Donc la première chose qu'on regarde quand on investit, c'est ce qu'on appelle la profondeur du portefeuille. C'est-à-dire, est-ce que le portefeuille a différentes assets et le cas échéant, le sport en a. On a des actifs qu'on appelle notamment l'infrastructure. Donc il y a différents types d'infrastructures. Il y a les médias, il y a le merchandising, il y a les talents, il y a le tourisme. Vous savez qu'au Maroc, aujourd'hui, le tourisme est absolument primordial. 8%, c'est la contribution du tourisme, à peu près 8%, la contribution du tourisme au PIB marocain. La sécurisation des méga-events sportifs par le football, et Monsieur le Président qui est ici présent, vont être des éléments majeurs pour booster ce tourisme, qu'on appelle, nous, le tourisme sportif. Donc on peut espérer passer de 8 à 10%. Donc la première chose quand on a investi, c'est la profondeur du portefeuille. La deuxième chose, c'est la durabilité. C'est-à-dire que je vais mettre d'argent dans ce marché, le sport. Est-ce que les gens vont consommer pendant longtemps? La bonne nouvelle, c'est oui. Parce que 19 ans, c'est la moyenne d'âge des Africains. Ils ont 19 ans de moyenne d'âge. La population continue à grandir. En 2050, il y aura à peu près 1 humain sur 4 qui sera africain. Donc c'est des gens qui vont consommer pendant très longtemps. Le prochain élément, c'est la liquidité. C'est-à-dire que vous investissez aujourd'hui, est-ce que dans 5, 7, 10 ans, vous allez pouvoir sortir, faire ce qu'on appelle une exit, et donc revendre vos actifs? La réponse est oui, on le voit sur plusieurs secteurs d'activité. Bien entendu, il y a des risques associés au sport, notamment la gouvernance. On a également des risques de politique publique, mais ça, je pense que les ministres ici présents l'ont couvert. L'autre chose également par rapport au sport, c'est la dimension nation branding. Effectivement, le sport est un excellent vecteur pour promouvoir sa nation à travers les champions que la nation a, mais également à ce qu'on appelle en anglais les intangible assets, ou les atouts immatériels du pays, que ce soit en termes de culture, je pense ici à la Fantasia, ici au Maroc, la culture, la gastronomie, etc., qui sont de formidables vecteurs pour attirer des touristes et promouvoir son pays comme destination de classe mondiale, en l'occurrence le Maroc. Alors je vois que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais terminer par 5 points
qui vont être très rapides, Naz, je vous le garantis, et j'espère qu'ils vont servir au public qui nous écoute. Qu'est-ce que c'est? C'est les top 5 investissements que je vous recommande, en tout cas, dans le domaine du sport. Le premier, c'est le sport-tourisme. Le tourisme sportif, comme vous l'avez entendu, c'est extraordinaire d'opportunités. En moyenne, un touriste sportif va dépenser 20% de plus qu'un touriste traditionnel, parce qu'il vient par tourisme de passion, ce qu'on appelle pour les professionnels le tourisme de passion. Le numéro 2, ça va être l'économie bleue sportive. Au Maroc et en Afrique, on a des milliers de kilomètres de côtes, on a énormément d'opportunités à réaliser pour les sports de surface ou les sports sous-marins. Donc la deuxième opportunité, l'économie bleue sportive. La troisième, c'est la Sports Tech. La Sports Tech, en 2018, c'était à peu près 22 milliards de dollars de revenus sur la planète. On estime qu'en 2030, ça sera 62 milliards de revenus. Et dans la Sports Tech, bien sûr, il faut y associer le gaming et le e-sport. Le troisième, c'est fan engagement. On voit dans les chiffres que la consommation des ménages, donc l'engagement des fans en français, la consommation des ménages était à peu près de 680 milliards de dollars en 2008. On estime qu'elle passera à 2,5 000 milliards de revenus en 2030. Donc ça, c'est sur le continent africain. Donc tous ces gens qui aiment le sport vont avoir besoin de produits ou de services pour les engager, comme on dit en anglais. Et puis le dernier truc, c'est quelque chose qui est assez basique, c'est la santé et le bien-être. Les Africains, que vous êtes tous ici, on aime se sentir bien, on aime être beau et porter des beaux vêtements. Donc tous les services qui sont liés à la santé et le bien-être sont des services qui ont un avenir prometteur. On annonce 5 trillions en anglais, donc 5 000 milliards de dollars de revenus sur ce marché. Voilà les top 5 destinations d'investissement que je vous propose aujourd'hui. Merci infiniment, Will. C'était très, très intéressant. Monsieur Ribaton, vous allez me détester. Il faut être vraiment très, très synthétique pour qu'on puisse balayer d'autres thèmes. Je sais que c'est un sujet qui vous intéressait aussi. Si on peut avoir votre avis sur le sujet. Oui, je vais essayer d'être synthétique. Je voudrais simplement vous remercier aussi d'être là et de faire part, de faire part de votre réflexion généreuse, dense et pertinente. Je vais commencer par une anecdote. Je ne connaissais pas Rabat et j'arrive hier en fin d'après-midi à Rabat et évidemment je me pose à l'hôtel et je me dis je vais aller dans les rues prendre un petit peu la lumière, les odeurs de cette ville, essayer de l'approcher un petit peu plus. Et je croise des jeunes garçons, 14, 15, 16 ans sur le trottoir. Un avait le maillot du Real Madrid, le second avait le maillot du FC Barcelone et le troisième avait le maillot, enfin, du Paris Saint-Germain. Je suis français, je me dis tiens, bon. Mais finalement, j'étais très malheureux parce que je me suis dit, si je reviens dans quelques années à Rabat ou au Maroc et que je recroise finalement les petits frères et qu'ils ont toujours le maillot du FC Barcelone, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, vous aurez raté quelque chose. Alors ça, c'était une anecdote pour introduire effectivement le sport, l'investissement, c'était la question du début. Il y a un mot qui a été prononcé, je vais être très économique, le mot de soft power. Alors, j'allais dire qu'attirer des investissements sur son territoire, c'est déjà investir avec précision, avec réflexion, avec méthodologie. C'est non pas ce que j'ai envie de faire, mais ce qu'il faut faire. Il me semble que le Maroc a pris la bonne décision. Quand on veut effectivement être un pays, j'allais dire, refuge, accueillir les investissements du monde entier qui vont créer de la richesse, de la valeur sur mon territoire, des emplois, etc. Eh bien, vous savez, il n'y a pas 36 solutions. Soit j'ai une voix qui porte politiquement dans le monde. J'allais dire, il y a quelques années, je siège à l'ONU. On n'en est plus là. Soit, effectivement, je fais un grand GESI, et ça s'appelle Coupe du Monde de football ou Jeux Olympiques. Et c'est une campagne de communication qui devient planétaire dans ce cas-là. Et vous savez, cette Coupe du Monde qui est partagée entre l'Europe et l'Afrique, et c'est quelque chose aussi de très symbolique et de très intéressant. J'allais dire que nos journalistes, nos experts sportifs, sur les matchs qui auront lieu en Espagne et au Portugal, ils auront une vision sportive. On regardera les équipes, on regardera les joueurs, on regardera la forme, on regardera les résultats, etc.
Sachez bien, mesdames et messieurs, que la vision qui sera portée sur les matchs au Maroc sera évidemment sportive, parce qu'on suivra cette équipe qui nous a conquis au Qatar, qui est la sélection marocaine, mais les experts regarderont ce que le Maroc a à montrer derrière cette Coupe du Monde. Et être aujourd'hui un pays qui veut attirer les investissements, c'est effectivement montrer des structures, montrer une culture, mais ça vous l'avez, la culture de l'accueil. Moi, je suis français, je suis très jaloux quand j'arrive au Maroc. Je me dis, mais quel niveau ils ont dans les soft skills, dans la bienséance, dans le relationnel. Nous allons scruter votre capacité à accueillir le monde. Vous savez, le sport... Je suis enseignant et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, dans les premiers cours, mes étudiants qui pensent que le sport, finalement, c'est un rectangle vert avec un ballon au milieu. Ben, j'ai l'habitude de leur dire, vous savez, le sport, c'est pas du sport. Le sport, c'est bien autre chose que du sport. Ouais, le sport, c'est un média. Et quand on s'appelle football, quand on s'appelle Cannes, c'est un média continental. Quand on s'appelle football, c'est un média planétaire. 5,4 milliards de gens sur la planète Terre ont regardé la dernière Coupe du Monde de football. Un humain, 6 sur 2. Vous me direz, on ne pouvait pas faire mieux. Non, parce qu'en 2022, il y avait qu'à peu près que 5,4 milliards de gens qui étaient capables de recevoir une image technologiquement. La FIFA est au taquet, hein, excusez-moi l'expression. Mais ça veut dire que le monde va vous regarder. Si vous réussissez, et il faut le croire et l'espérer avec les belles choses que j'entends, à être ce pays qui organise, qui accueille le monde, vous allez séduire des investisseurs, vous allez séduire des actionnaires, vous allez séduire des industriels qui ont besoin de vous aujourd'hui, qui ont besoin de s'installer dans vos pays, de créer de la valeur, mais de créer de la valeur sur votre territoire aussi. Et puis allons-y, la cerise sur le gâteau, admettons que vous la gagnez, cette Coupe du Monde. Ah, vous savez, vous devenez un des pays les plus importants sur la planète. Tout simplement, c'est dit. La FIFA conçoit 211 territoires dans le monde, alors que l'ONU en compte un peu moins de 200. Suivez mon regard. Qui est l'influenceur politique? Est-ce le sport? Est-ce l'ONU? Oh, bien sûr, je suis assez caricatural, ça demandait d'être développé, ça demanderait beaucoup de nuances et tout ça, mais je voudrais encore vous souhaiter bon courage à l'Afrique, parce que finalement, le Maroc devient un petit peu la figure de proue. Le Maroc devient cette locomotive qui n'oublie pas son continent. C'est fort. Donc on sera tous derrière le Maroc, et l'investissement, il vient de l'extérieur, donc réussissez vulgairement votre campagne médiatique, la plus grande campagne médiatique. Imaginez un peu, et je conclurai là-dessus, s'il fallait payer une campagne médiatique de communication, de promotion dans le monde entier, ça serait certainement plusieurs dizaines de milliards de dollars, d'euros. Vous accueillez une Coupe du Monde qui va vous coûter moins cher, mais qui ne va rien vous coûter, parce que c'est un investissement. Par contre, derrière, si vous êtes bon, et je n'en doute pas, et on sera avec vous, ceux qui vous aiment, eh bien, vous devenez un pays leader sur la planète, et vous devenez un pays humain leader sur la planète, qui draine derrière lui un continent dont nous, Européens, et j'écoutais monsieur le ministre français tout à l'heure, avons absolument besoin. Aujourd'hui, la France a besoin de vous. Ce n'est pas vous qui avez besoin des autres. Alors réussissez votre pari et ça sera une réussite presque universelle. Merci. Merci Monsieur Ribaton, merci pour l'anecdote. Et effectivement, enfin, on était à 2 doigts de gagner la Coupe du Monde en 2022, mais c'est que partie remise. Monsieur Lqja, si vous permettez, je vais jouer le rôle de Zénonahi, je vais distribuer non pas le ballon mais la parole. On a un thème qui nous intéresse, nous tous Marocains, et vous êtes la personne la mieux placée pour y répondre. Selon vous, comment la stratégie marocaine portée par la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en matière d'investissement sportif, peut-elle servir de modèle pour stimuler l'investissement sportif en Afrique? Moi je dis que aujourd'hui déjà le modèle de développement Maroc, j'ai essayé de l'expliquer à lui-même. On a besoin de plusieurs heures de débat.
Et ce modèle, Sa Majesté a toujours rappelé pour une véritable coopération sud-sud et de faire la démonstration de la réussite, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme quoi la réussite pourrait être collective. Moi, je pense que, organiser la Coupe du Monde sur la terre africaine, et comme je l'ai dit, on considère, on est convaincu, on le croit et on le porte dans notre ADN, c'est la Coupe d'Afrique du continent africain. Et donc, c'est la création d'un espace de travaux, de possibilités d'évolution et de développement économique, oui, parce qu'il y a de l'investissement, il y a des travaux, il y a des marchés, etc. Et comme je l'ai précisé, c'est inclusif, il y a de la place pour tout le monde, mais aussi, c'est le plus important, c'est humain. Le développement et cet espace, il est humain. C'est un espace de brassage culturel. C'est un espace où des dizaines de milliers de jeunes vont participer directement, mais aussi d'autres centaines de milliers indirectement. C'est de la start-up jusqu'à la multinationale. Et donc, l'organisation de ces événements, ça serait l'occasion de voir sur la réalité des jeunes de partout se mettre en groupement pour réaliser un segment d'un marché ou un marché. C'est aussi l'occasion de les voir ensemble pour faire de la promotion, pour faire de la démonstration d'organisation avec des capacités, comme je l'ai rappelé, exceptionnelles de cette jeunesse. On est un continent quand même qui compte plus de 800 millions de jeunes et c'est un atout majeur pour le développement. Et donc ces événements, que, comme vous l'avez bien précisé, avec une vision royale dont j'ai rappelé les soubassements, c'est une opportunité qui sera d'ailleurs exploitée collectivement à tous les niveaux, même au niveau de l'organisation, du comité de l'organisation, à compter de la Coupe d'Afrique. On aura de toutes les nationalités, l'expertise, l'appel, les rencontres. Et donc, la création de cet espace, et c'est de là où j'ai commencé mon intervention introductive, en vous remerciant d'avoir donc permis l'organisation de cet espace de débat, de discussion autour des problématiques de développement où l'être humain est le centre, évidemment, c'est le centre de l'action, et le sport, et l'organisation des événements, et l'organisation de la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde ou la Coupe du Monde des jeunes, c'est un levier, un vecteur intervenant dans un process qui doit nous mettre dans la possibilité d'exploiter nos atouts, de les mettre en convergence pour évidemment permettre de récolter les véritables points de croissance impactant notre continent et de les mettre sur les rails de l'émergence. Merci. On ne pouvait pas mieux, monsieur le ministre, on va conclure ce panel avec ces belles paroles. On ne pouvait pas mieux conclure. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements et une standing ovation pour tous ces speakers. Merci beaucoup.